Travaux. Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à l'Assemblée nationale. Monsieur Herman, je vais vous demander de nous présenter également la personne qui vous accompagne. Vous allez disposer d'un temps maximum de 10 minutes pour nous faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les membres de la Commission. La parole est à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues et chères Québécoises et Québécois, je m'appelle Gilles Herman, je suis directeur général des éditions Septentrion et à ma gauche, Sophie Imbeau, historienne, éditrice aux éditions du Septentrion. Bonjour. Le Septentrion est une maison d'édition implantée à Québec depuis 25 ans. Une maison spécialisée en histoire, mais aussi en sciences politiques ou encore en sociologie. Nous comptons 5 employés permanents et avons recours à de nombreux pigistes. Nous avons publié plus de 600 auteurs de divers horizons, parmi lesquels Jacques Lacourcière, Pierre Anctil, Gaston Deschênes, Élisabeth Vallée, Dean Lauder, Gilbert Lavoie ou encore Denis Vaugeois. Nous sommes impliqués dans notre milieu, notre travail est reconnu. Il a même été récompensé par des prix. Et nous portons des valeurs telles que l'impression de tous nos livres au Québec, une solidarité envers l'ensemble de nos collègues, la diffusion de la connaissance que nous plaçons au-delà de valeurs mercantiles. Vous avez reçu, lors des séances précédentes, divers intervenants du milieu du livre qui se sont prononcés en faveur du prix réglementé et d'autres qui s'opposent à une telle mesure. N'attendons pas de vivre notre désastre d'Alexandrie moderne que serait la perte de la bibliodiversité, selon les mots de François-Xavier Garneau, qui parlait de l'incendie du Parlement et de sa bibliothèque en 1849. Tout au long du 20e siècle, nous avons construit un monde du livre étayé, qui compte des milliers d'auteurs, des centaines d'éditeurs et des millions de lecteurs, ainsi qu'une loi du livre originale et convoitée. Espérons que les décisions qui seront prises à la suite de cette commission s'élèveront au-delà de la politique et qu'elles nous aideront à continuer à progresser, car ce sont non seulement nos emplois qui sont en jeu, mais avant tout la culture du Québec. Nous espérons que la lecture de notre mémoire a pu clarifier certains aspects du monde du livre et de notre métier d'éditeur en particulier. Dans la première partie, nous avons tenté de résumer les tâches des différents acteurs de la chaîne du livre imprimé. De l'auteur au lecteur, tous les artisans travaillent avec acharnement dans le but de développer le goût de la lecture et de la littérature auprès du public. Chacun y joue son rôle à sa manière, autant la grande surface que la librairie, autant l'auteur de best-sellers que le poète et autant l'éditeur commercial que le littéraire. Vous comprendrez que nous nous arrêterons plus spécifiquement sur le rôle de l'éditeur. Il est à la barre du navire de livre. Il va investir son temps, son énergie et son argent pour que la rencontre auteur-lecteur puisse exister. Il va développer sa ligne, son expertise éditoriale, son flair. L'éditeur va sublimer le travail de création de l'auteur pour arriver à une œuvre mature et professionnelle. Commerçant, il travaillera de concert avec son diffuseur et son distributeur pour établir la meilleure stratégie de mise en marché selon le genre de livre qu'il publie, que ce soit à travers la librairie ou la grande surface. L'établissement du prix du livre a déjà été abordé par d'autres personnes lors de cette commission et parfois de façon fort farfelue. Nous avons donc pris le temps, dans notre mémoire, d'expliquer les paramètres qui permettent à l'éditeur de fixer le prix de travail du livre, le prix de détail du livre, soit le calcul du point mort et l'analyse du prix comparable du marché, lui-même dépendant de la capacité de paiement du lecteur. Plusieurs enseignements peuvent en être tirés. Le livre est un produit culturel bon marché. L'aide gouvernementale permet aux livres de rester à un prix accessible. Une grande partie des livres culturels produits ne seront pas rentables. Malgré tout, il existe des personnes, des passionnés, pour persévérer dans ce domaine. La métaphore de la chaîne du livre est adéquate. On sait que sa solidité dépend de son plus faible maillon. Ce maillon fragile, c'est la librairie. D'autre part, dans l'univers numérique, il est plutôt d'usage de parler de l'écosystème du livre. De la même manière, on sait que la disparition d'un seul élément peut mener à la disparition de tout un vivier. Les éditeurs culturels, comme le Septentrion, n'existent bien évidemment que grâce au travail de leurs auteurs, mais aussi, surtout, grâce au travail acharné des libraires qui soutiennent nos activités d'édition en présentant nos nouveautés au public et en s'en faisant les passeurs. N'oublions pas qu'ils sont aussi les gardiens du fond des éditeurs. Les librairies, qu'elles soient de chaîne ou indépendantes, sont responsables de la grande majorité de nos ventes. En fait,
les grandes surfaces ne s'intéressent pas aux livres qui demandent un travail d'accompagnement. Elles ne s'intéressent qu'aux ventes dites faciles, celles des best-sellers, qui ne représentent que 10% de contenu québécois. Vous allez recevoir dans les prochains jours plusieurs libraires qui devraient vous expliquer la réalité de leur travail, loin de l'image romantique que l'on peut en faire. Un travail fait de boîtes, de factures, de produits à créer, à retourner, de manque de liquidité bien souvent. Mais heureusement, aussi fait de rencontres stimulantes avec des lecteurs, des auteurs, un plaisir immense de transmission de la culture. Les libraires, loin de n'être que de simples marchands, sont de véritables vecteurs de notre identité culturelle. Soyons clairs, l'affaiblissement du réseau de librairies entraînera directement celui des éditeurs culturels, voire même leur disparition. La question du numérique attire l'attention et semble être une partie du problème. Nous préférons la voir comme une partie de la solution. Tout d'abord, il faut bien faire la distinction entre la vente en ligne de livres imprimés et la vente en ligne de livres numériques. Alors que la première pratique est déjà bien établie, la seconde est encore balbutiante et va demander dans les prochaines années une attention et une énergie considérables. Le risque de livrer le marché du livre numérique aux mains de quelques méga-entreprises étrangères est bien réel. Il faut donc se préoccuper maintenant de mettre en place la réglementation nécessaire à un développement équitable de ce marché. J'invite ceux qui en doutent à consulter les sites Internet de ces groupes pour constater la pauvreté de l'offre culturelle québécoise. En quoi la réglementation proposée pourra-t-elle sauvegarder la bibliodiversité? Elle aura un effet bénéfique rapide sur la santé financière des librairies indépendantes et des chaînes de librairies par un transfert des achats de leurs clients fréquentant des grandes surfaces. Elle permettra dans un premier temps de stabiliser le réseau et, par la suite, d'en reprendre un développement équitable. Elle sera un encouragement et un facteur de stimulation pour mettre en place une relève culturelle dynamique. Elle mettra le secteur du livre à l'abri d'une guerre de prix que pourraient se livrer chaînes et grandes surfaces. Surtout, elle préviendra une hausse rapide du prix du livre. Plusieurs personnes ont affirmé le contraire devant cette commission ou dans les journaux, sans jamais en expliquer le mécanisme. Nous avons donc détaillé dans notre mémoire les paramètres influençant le prix d'un livre. Les surremises demandées par les grandes surfaces sont un facteur important, ainsi que le tirage initial d'un livre, directement lié à la capacité de diffusion du réseau de détaillants. Pour un éditeur culturel, la réglementation permettra d'assurer l'existence d'un réseau de détaillants fort et varié à la grandeur du territoire. C'est la condition nécessaire pour préserver et développer un secteur littéraire à l'image de la nation québécoise. De nombreux pays à travers le monde ont déjà fait ou sont en voie de faire ce choix éclairé. Pas plus tard que la semaine passée, les éditeurs français et allemands unissaient leurs voix pour réclamer une réglementation au niveau européen afin d'éviter la création d'un oligopole tant pour le livre imprimé que numérique. Ici même dans cette salle, toutes les associations professionnelles du secteur du livre, tous les organismes gouvernementaux dépendants du ministère de la Culture, à savoir la Société de développement des entreprises culturelles, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Conseil consultatif de la lecture et du livre, se sont unanimement et sans équivoque prononcés en faveur de la réglementation du prix du livre. La question de la valeur du travail intellectuel est au cœur de ce débat. Pamphile Lemay, bibliothécaire ici même à l'Assemblée nationale pendant 25 ans, a écrit en 1865 dans Essais poétiques « Je sais bien que dans notre jeune pays, on est guère épris de la lecture, ce pain de l'intelligence, et si l'on veut lire un livre, on l'emprunte de son ami, plutôt que d'en offrir le prix au malheureux qui a sué sang et eau pour l'écrire. Il serait temps de lui donner tort en soutenant adéquatement avec les législations appropriées le secteur culturel et économique du livre. En conclusion, nous demandons au gouvernement du Québec l'adoption rapide d'une réglementation sur le prix du livre neuf imprimé et numérique pour donner à ces artisans un outil supplémentaire permettant de protéger la bibliodiversité dans toutes ses formes. Merci. Merci. Nous débutons les échanges. Monsieur le député de Bonaventure, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir. Bienvenue. Vous dites que vous affirmez que la réglementation du prix aurait un effet bénéfique rapide sur la situation santé financière des libraires. Je vous ai entendu énumérer certains éléments. J'aimerais vous entendre encore pour être sûr d'avoir bien compris. Il y aurait une amélioration rapide. L'amélioration, peut-être la plus rapide qu'on pourrait voir, c'est celle
du transfert d'achat des clients de librairie qui actuellement sont des clients de grande surface. Et M. Ménard, juste avant nous, l'a bien expliqué. Il faut arrêter de penser que les consommateurs de grande surface sont des gens sans moyens ou avec peu de moyens financiers. Il y a en fait des gens qui fréquentent les grandes surfaces qui ne vont jamais en librairie. Il est bien évident que la réglementation ne les amènera pas demain en librairie. Par contre, il y a une très grande majorité des clients de librairie qui fréquentent les grandes surfaces et qui, comme tout le monde, quand elles voient le best-seller, quand elles voient le dictionnaire, quand elles voient le dernier livre à la mode dans leur librairie, décident d'attendre et de l'acheter en grande surface, sachant qu'ils vont avoir un rabais conséquent. Ce sont ces gens-là qui, fréquentant déjà la librairie et voyant généralement les livres plutôt en librairie, il faut savoir que les livres sont généralement un peu plus tôt, 2-3 semaines avant d'arriver en grande surface, vont faire leur achat tout de suite. Et je vous rappelle que quand on dit que la rentabilité moyenne d'une librairie est de 0,84% d'une librairie indépendante, c'est pas compliqué à comprendre que la moindre transfert de livres va être bénéfique immédiatement pour la librairie. Parce qu'on n'a pas encore vu les effets réels des fermetures de librairies. On a parlé, les libraires à la LQ, les LIC, on en parlait un petit peu de certaines fermetures. On n'a pas encore vu les effets réels des fermetures. On n'a pas encore vu non plus l'effet réel des fermetures suite à un problème de relève. Monsieur le député de Bonaventure. Bon, il y a un intervenant avant vous qui a exprimé l'idée qu'il y aurait une possibilité que les grandes surfaces développent une plus grande offre de services et deviennent des librairies en tant que telles. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver pour qu'il y ait une captation du marché? Bien sûr, et je l'espère. Nous autres, ce qu'on veut, c'est développer le marché de la lecture et le marché du livre. Donc, ça va passer par un développement des rayons de livres dans les grandes surfaces. C'est l'exemple de ce qui s'est passé avec les magasins Leclerc en France, où aujourd'hui, on trouve des rayons culturels dans ces grands marchés-là, avec des libraires en place qui peuvent conseiller les gens. Mais donc, comme on l'a déjà dit, c'est que les clients qui ne fréquentent uniquement que les grandes surfaces ne vont pas en librairie. Donc, ce n'est pas un danger pour la librairie si les grandes surfaces se mettent à vendre plus de livres. Et c'est un petit peu ce qu'on veut faire ici, augmenter la lecture et le marché du livre. Mais il n'y aura pas un effet dangereux pour le petit libraire du quartier? Non, parce que lui, il va pouvoir continuer à bien servir ses clients qu'il a déjà, et peut-être même que quand les gens vont avoir plus de choix en grande surface et réaliser qu'il n'y a pas juste 300 livres qui sont publiés par année, ils auront le goût d'aller voir en librairie ce qui s'y trouve. Parfait. Merci beaucoup. Oui, monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Herman, Madame Imbeau. Vous mentionnez que le prix du livre serait peut-être la solution pour régler les problématiques, mais j'aimerais savoir si vous avez des études sur lesquelles vous vous basez ou si avant d'implanter un prix régulier du livre, s'il serait pertinent qu'il y ait une analyse ou une étude plus poussée qui serait faite par les intervenants, par le gouvernement, mettons, pour arriver avec quelque chose de plus précis actuellement. Mais est-ce que vous avez ce genre d'études-là sur lesquelles vous pouvez référer? Le gouvernement pourrait bien sûr décider de faire diverses études de consommateurs, études d'impact, etc. Écoutez, je vais faire un peu de futurologie, je pourrais déjà vous annoncer ce que vont vous dire ces études. On aurait donc dû, mais c'est trop tard. Il y a une urgence réelle. Il y a une urgence réelle de réglementer le prix du livre aujourd'hui et de stabiliser le marché du livre. Et on peut faire toutes les études qu'on veut, mais je pense qu'il est temps d'agir. Avec une réglementation toute simple, une réglementation qui, comme l'a dit le président de l'ANEL, M. Jean-François Bouchard, est à coup nul pour le gouvernement. Et après ça, on verra quelle autre mesure, parce qu'il faudra en mettre d'autres mesures, quelle autre mesure on va pouvoir mettre en place pour développer la lecture et le marché du livre. Je voulais ajouter que dans une autre vie, avant d'être éditrice, j'ai fait l'ENAP, donc l'École nationale d'administration publique. Alors, des études, j'en ai vu, mais à mon avis, selon l'avis de mes collègues dans le milieu du livre, le temps n'est plus aux études, le temps est vraiment à la prise de décision. Cet été, j'ai passé mes vacances à Vancouver. Eh bien, en 4 jours, on s'est dit, à la fin de notre séjour, on n'a croisé aucune librairie dans la ville. Est-ce que c'est ça qu'on veut au Québec? Donc, pour moi, c'est vraiment urgent d'agir. La question suivante, c'est que vous avez mentionné tantôt des pays comme l'Allemagne, la France, qui avaient réglementé et tout ça. Mais nous, on a la loi 51 quand même qui existe depuis de nombreuses années et puis qui permet justement de réglementer ou de venir aider le livre en question. Est-ce que
pensez pas que... Est-ce que vous pensez que la loi 51 est suffisante actuellement pour faire ce que les autres pays peuvent faire, parce que les autres n'ont pas de réglementation comme telle, ou si c'est absolument nécessaire d'augmenter la protection au chemin du livre? La loi du livre a été un outil extraordinaire de développement pour le peuple québécois. De 1980 à aujourd'hui, le nombre de librairies a explosé, le nombre de bibliothèques a explosé, le nombre de livres publiés, le nombre d'éditeurs, le nombre d'auteurs québécois. Ça a été extraordinaire et on le doit en grande partie grâce à la loi du livre et au plan de développement des bibliothèques qui était mené en parallèle et qui a permis donc de financer tout cet exercice. La loi du livre est aussi une loi qui nous est très enviée par les autres pays. Nous autres, on regarde la possibilité d'avoir une réglementation du prix. Ceux qui ont une réglementation du prix regardent la possibilité d'avoir une loi du livre. Comme quoi, finalement, toutes ces idées finissent par converger. C'est une bonne loi qui, unanimement dans la profession, est encore reconnue. Personne ne veut vraiment y toucher ou la changer. Dans les quelques propositions que nous faisons à la fin de notre mémoire, la première est celle de renforcer peut-être le contrôle de la loi et de voir à ce qu'elle soit correctement appliquée. Il y a des dispositions qui devraient être peut-être mieux soutenues à l'intérieur même du ministère. Monsieur le ministre. Madame, Monsieur, soyez bienvenus. Merci pour votre contribution. Je vais y aller rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Que pensez-vous de l'autorégulation? Par autorégulation, donc la régulation même de la profession, écoutez, si ça marchait, on ne serait pas ici devant vous. Oui. L'autorégulation ne fonctionne pas pour différents intervenants parce que le secteur est très divisé, parce que le livre, ça n'existe pas, parce que ce sont les livres, parce qu'il y a des livres scolaires, parce qu'il y a des livres littéraires, parce qu'il y a des livres commerciaux, il y a des livres jeunesse, et que c'est un secteur qui a besoin aujourd'hui d'une aide du gouvernement pour être stabilisé. Donc, il y a visiblement eu un échec de la part du milieu pour s'auto-réguler, sinon on n'en parlerait pas de la réglementation du prix du livre. Regardez, même en Allemagne, il y a longtemps, n'a pas de réglementation sur le prix du livre, c'est un accord interprofessionnel. Pourtant, aujourd'hui, ils demandent, avec la France, qui en a une réglementation sur le prix unique, une réglementation européenne. Donc on voit que même en Allemagne, qui sont quand même pas des rigolos généralement quand on parle d'économie, ils vont vers l'idée d'avoir une réglementation du prix. OK. Vous parlez, c'est page 18 de votre mémoire, 4e disposition, de restructurer la banque de titres de langue française et diffuser gratuitement les données bibliographiques. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Oui, rapidement. La banque de titres de langue française... avez-vous des idées de modification au cas échéant? Donc, la Banque de titres de langue française, la BTLF, dans l'acronyme qu'on utilise, est une société qui a été créée en 1996 donc pour permettre l'échange des données bibliographiques qui tient aujourd'hui le site Memento auquel les bibliothécaires ou les libraires se réfèrent pour faire des recherches de livres. Ça a été créé en 1996 sur des bases qui aujourd'hui ne sont malheureusement plus les bonnes. Il y a un problème avec le marché français qui fait que ça nous coûte très cher. Il y a le fait qu'aujourd'hui, la donnée avec Internet, elle devrait être gratuite et non plus payante. Autrement dit, il y a beaucoup de choses à faire, principalement dans le numérique. Il y a un frein énorme au niveau de la distribution des données bibliographiques dans le numérique, alors que tout pourrait être centralisé à la BTLF, mais une question économique, c'est que les services de la BTLF sont payants alors qu'ils devraient être gratuits pour une plus large diffusion de notre littérature. J'ai pas envie d'épiloguer plus longtemps là-dessus, mais moi je suis à votre libre disposition et effectivement j'ai pas mal d'idées sur comment restructurer la BTLF et mes collègues et personnes dans le milieu du livre connaissent depuis longtemps mes positions à ce sujet. D'accord. Quelques secondes. Oui, donc on va garder le contact, OK? Merci. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de l'Acadie, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, bonjour. J'aimerais que vous donniez des exemples de non-respect de la loi parce que vous dites dans vos recommandations qu'il faut faire respecter la loi du livre. Moi, c'est nouveau pour moi. C'est la première fois que j'entends dire que la loi n'est pas respectée. Auriez-vous des exemples concrets à nous soumettre? Vous vous souviendrez peut-être que vous étiez venu en Assemblée générale de l'Association nationale des éditeurs de livres il y a 3-4 ans quand vous étiez ministre de la Culture.
Et parmi les questions, je m'étais levé, je vous avais déjà signalé ce problème qu'il fallait Il semblait que je vous connaissais aussi. Voilà, faire respecter la loi du livre. Comprendrez que j'ai pas envie publiquement ici de commencer à dénoncer des collègues ou à dire des choses, mais quelques exemples, écoutez. Premièrement, je vais exclure les bibliothèques. Les bibliothèques connaissent très bien la loi du livre, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Au niveau des ministères, par exemple, généralement, quand on reçoit, nous autres comme éditeurs, des coups de téléphone du ministère pour dire « Ah, j'aimerais ça avoir 25, 30 exemplaires de tel livre », souvent, ça, on leur dit, écoutez, vous devez vous adresser en librairie. Là, c'est stupeur. Ah bon, pourquoi? Puis, oui, mais on veut un prix. Non, il n'y a pas de prix, là, c'est la loi. Puis, ça finit souvent par, ah, ben, on va s'arranger. Là, on va s'arranger, là, on va vous dire qu'on sait ce que ça veut dire. On va trouver une façon ou autre. Souvent, la personne va aller acheter en son propre nom des livres, puis après ça, va les donner au ministère. Ce sont des petits exemples comme ça. Donc, il y a beaucoup de formations à faire, probablement auprès des ministères et organismes publics qui devraient mieux connaître la loi du livre. Puis après ça, écoutez, encore une fois, moi je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle plus longuement des choses qui seraient Mais il faut donner un petit peu de mordant à la loi du livre qui actuellement n'en a pas. Lorsque vous dites qu'il faut accorder aux bibliothèques des budgets dédiés au numérique, vous évaluez à combien l'injection d'argent neuf dans les bibliothèques pour... Écoutez, mes amis bibliothécaires vont me dire 10 des millions. Mais la question est intéressante, l'injection de l'argent neuf dans le numérique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de budget dédié réellement à l'achat du numérique dans les bibliothèques. Or, on l'a déjà expliqué, le marché numérique n'est pas encore développé. Et si on veut le développer, il faut avant tout que les bibliothèques aient des livres numériques à proposer. Donc, que font les bibliothèques aujourd'hui si elles veulent aller dans le numérique? Il faut qu'elles réduisent l'offre des livres imprimés, alors que c'est encore ça que les gens consultent. Donc, pour développer le numérique, il va falloir baisser l'imprimé. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Okay. On ne peut pas faire la croissance du numérique sur le dos de l'imprimé. Donc, aujourd'hui, ça prendrait des budgets, peut-être pas forcément des budgets récurrents, mais en tout cas, une certaine somme d'argent dédiée au numérique pour les bibliothèques publiques pour qu'elles puissent faire l'acquisition initiale d'un fonds important de livres. Combien, écoutez, il faudrait demander aux bibliothécaires qui seront mieux placés que moi pour répondre à cette question. Vous avez un important catalogue, on parle de 400 titres actifs, vous avez gagné plusieurs prix. Vous êtes avant tout une maison d'édition spécialisée en histoire, même sciences humaines, archéologie, sciences politiques, ethnographie. En quoi les grandes surfaces nuisent-elles à votre secteur, à vous particulièrement? Les grandes surfaces, on ne trouve pas nos livres en grande surface. Oui, Moi-même, je suis auteur d'essais sur la guerre de la conquête et on ne trouvera jamais un de mes livres en grande surface. Ils n'en veulent pas. En quoi un prix réglementé viendrait aider votre maison d'édition? Parce que nos livres ne sont pas en grande surface. Ils ne sont vendus qu'en librairie. S'il n'y a plus de librairie, je ne vends plus de livres. Mais vous ne seriez pas nécessairement plus en grande surface? Non, mais je dis que s'il n'y a plus de librairie, je ne vendrai plus de livres. Et que donc, la grande surface, si elle fait mal à la librairie, elle va faire mal aux éditeurs culturels qui ne vendent qu'en librairie. Et c'est en ça qu'un prix réglementé de 9 mois va permettre de stabiliser le marché pour que la librairie puisse garder son avantage concurrentiel, continuer à vendre des best-sellers, mais surtout continuer à vendre le livre culturel québécois qui, sinon, ne sera plus en grande surface. Ça va être une perte énorme pour notre culture. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons maintenant, monsieur le député de Jacques-Cartier. Oui, allez-y. Juste très rapidement, je viens de regarder vos titres publiés cette année. J'ai vu un sur la crise d'Oka qui m'intéresse, comme ancien ministre responsable des Affaires autochtones. Mais vite fait, le meilleur prix que je peux trouver pour le livre, c'est Amazon. Pourquoi pas essayer d'avoir vos prix concurrentiels avec Amazon? Parce que je trouve, comme je dis, vite fait, j'ai fait Renaud-Bré, j'ai fait chez vous, et le prix le plus intéressant, c'est Amazon. Alors, est-ce que ça, c'est une mauvaise chose, que moi, je peux acheter votre livre en ligne, ou comment est-ce qu'on peut mieux encadrer ça? Parce que je pense qu'il y aura un secteur de plus en plus important de la société, surtout les plus jeunes, qui vont acheter des livres en ligne. Comment s'assurer votre présence pour s'assurer que vos livres sont vendus en ligne? Nos livres sont vendus en ligne. Amazon est un libraire important pour nous autres. Dans notre chiffre d'affaires, je dirais qu'Amazon représente peut-être une grosse succursale Renaud-Bré. On est très content de vendre chez Amazon. Simplement, avec une réglementation sur le prix du livre, Amazon va être tenu dans les 9 premiers mois de respecter le prix du livre. Vous savez, c'est incroyable, Amazon. Hein? On annonce nos livres, mettons, au début à la mi-août, et déjà, on annonce toutes nos parutions, mettons, jusqu'en décembre.
Et le lendemain, nos livres sont déjà sur Amazon, ils n'ont pas de couverture, pas de quatrième couverture, pas de texte de présentation, rien. Ils ont juste un prix qui est déjà barré 25-30% moins cher. Ils ne vendent que du prix. Ils ne vendent pas de livres, ils vendent des rabais. Alors, nous autres, nos livres sont vendus chez Amazon. On a un catalogue peut-être un peu plus spécialisé. Les gens continueront à l'acheter en ligne pour toutes les commodités que ça apporte, la vente en ligne, mais pas pour le prix. Mais pour vos librairies, le meilleur prix demeure sur Amazon plutôt qu'en librairie. Comment est-ce qu'on peut changer ça? En réglementant le prix du livre sur les 9 premiers mois? Mais moi, je parle d'un livre qui est publié au début de l'année, alors c'est déjà plus que 9 mois. Et c'est un rabais, c'est juste une coupe de dollars, mais pourquoi pas? Votre prix n'est pas concurrentiel avec Amazon. Ben, c'est juste un rabais de 2 dollars, alors c'est le 10%. C'est parce que c'est pas mon prix rendu là. Si au bout de 9 mois, c'est le prix du détaillant, c'est le prix du libraire. Moi, j'en vends pas des livres directement. Là, moi, ce sont les détaillants qui vendent. Si au bout de 9 mois, les libraires veulent à côté les prix d'Amazon, ça va être leur droit. Et le gros des ventes va être passé. Vous savez, l'existence d'un livre, c'est quand même malheureusement assez court. C'est les quelques 6 premiers mois, mettons. Donc après ça, la vraie question se fera plus sur le prix du livre. Alors oui, les détaillants auront tout loisir de faire ça. Ça, c'est les stratégies commerciales des détaillants, c'est pas les miennes proprement dit. Moi, s'il faut que je baisse, mettons, de 30% le prix proposé et suggéré par l'éditeur, il va falloir que je demande à mes employés s'ils acceptent que leur salaire soit baissé de 30%. Est-ce que l'imprimeur va accepter d'être payé 30% moins cher, le réviseur, le graphiste, le libraire, etc. Je pense pas que ça va être le cas. Merci. Merci. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour. Merci pour votre mémoire. J'aimerais vous amener rapidement à la page 13, à la proposition, lorsque vous écrivez « Une réglementation du prix du livre aurait un effet bénéfique rapide sur la santé financière des librairies indépendantes et des chaînes de librairies par un transfert des achats de leurs clients fréquentant des grandes surfaces. » On sait que 13% des ventes de livres sont faites en grande surface, mais de ce 13%, pouvez-vous évaluer le pourcentage de ces acheteurs qui iraient dans les librairies indépendantes et qui iraient dans les... Parce que vous ajoutez ici les chaînes de librairies, puisque le but, c'est de sauver les petites librairies indépendantes. Est-ce qu'on a une idée? Je vais répéter, il faut bien comprendre que le client, là on parle tout le temps du transfert de la grande surface vers la librairie. Il faut bien comprendre là qu'on parle des clients de librairie qui fréquentent la grande surface. Mm-hmm. Ce sont ces clients-là, leurs achats à eux autres, qui vont être transférés à la librairie, en partie évidemment, on ne parle pas de 100%, mais quand même, ce serait juste 10%. Là. Quand on dit, je répète, à 0,84% de rentabilité pour une librairie, là quand même, ce serait juste 10% de ces achats, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, qui serait transféré en librairie, ça va donner une liquidité incroyable aux libraires, ça va leur permettre de respirer, ça va leur permettre de se stabiliser et de se dire maintenant comment est-ce qu'on règle le problème, qu'est-ce qu'on met comme stratégie commerciale en avant, est-ce qu'on peut assurer une relève, parce qu'on n'a pas discuté ici, mais le problème de la relève en librairie est extrêmement important. Mais ma question est précise. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a une idée du nombre de consommateurs qui iront du côté des petites librairies et non dans les chaînes, parce que le but est de sauver les petites librairies. Mais les gens vont déjà en librairie. C'est ça que les gens sont déjà en librairie. Ils sont en librairie et ils voient le dernier guide de l'auto et ils savent pertinemment que ce livre-là va être 30 à 40% moins cher en grande surface. Ils ne l'achètent pas en librairie. Je ne l'achèterai pas en librairie non plus. On n'est pas plus fou qu'un autre. Alors, je vais reposer ma question à l'envers. Sur ce 13% de part de marché, combien sont, selon vous, des consommateurs qui vont déjà en librairie? Donc, la part que vous pensez récupérer. D'accord. On va finir par se comprendre. À mon avis, écoutez, je n'ai pas d'études là-dessus, mais à mon avis, une grande majorité. Une grande majorité. Facilement 70-75%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Imbeau, Monsieur Herman. Et la commission suspend ses travaux jusqu'à 19h30. Je vous souhaite, chers collègues, un bon appétit et je vous demande d'être à l'heure parce que nous allons débuter à 19h30 ce soir. Merci.